Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons une table ronde sur l'AgTech qui innove pour la santé et l'environnement. Donc c'était aussi, il y a toujours des rendez-vous d'affaires qui sont possibles de prendre jusqu'à la fin de la journée. Donc je vais laisser la parole à Marie Gombert-Acline qui anime cette table ronde. Merci. Bonjour. 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 Landine, tu es toujours là? Oui. C'est vrai, je ne te vois plus. Ok, bon, mais c'est bon. Donc, écoutez, merci de vous être rendu disponible pour ce moment d'échange. En introduction et juste en quelques mots, on va parler de quoi sur cette table ronde virtuelle. Donc, on sait qu'en France, la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques constitue une attente forte des citoyens, en particulier pour les riverains de zones agricoles, et c'est une nécessité pour préserver la santé et la biodiversité. En France, on a des objectifs ambitieux dans ce domaine. On vise à réduire l'usage de ces produits d'ici 2025 de moitié, et pour y parvenir, il est nécessaire d'innover. Innover pour faire émerger des territoires agricoles durables au bénéfice des agriculteurs, évidemment, mais aussi au bénéfice de tous les Français. Cette innovation, elle se joue à différents niveaux. Sur les pratiques agricoles, on va en parler en premier lieu, en développant des pratiques agroécologiques, en favorisant leur appropriation, mais aussi au niveau de la surveillance notamment, en développant l'observation des effets que l'utilisation des pesticides peut avoir sur la santé humaine et sur la biodiversité. Alors, concilier les attentes des agriculteurs, le respect des environnements, les impératifs de santé publique et faire en sorte que de produire des quantités nécessaires pour nourrir tous les Français, c'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver. Mais on est tous les quatre pour en discuter. On a des profils assez différents, mais complémentaires, je pense. Et donc, on va commencer par toi, Michael, si tu es d'accord, Michael Roes. Oui. Tu es le CEO de Toupy Organics, une start-up de Gironde qui transforme l'urine humaine en ressources pour l'agriculture et l'industrie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Oui, alors en vérité, je suis cofondateur et président, mais je suis plus CEO et avec grand plaisir. D'accord. Ok. Ouais, donc Toupy Organics, donc on est une société qui a un peu moins de 3 ans, et donc l'idée, c'est en fait, on est articulé autour de 3 métiers, c'est collecter, transformer et donc valoriser l'urine humaine en biofertilisants et produits de biocontrôle, c'est-à-dire en produits de microbiens à destination de l'agriculture. Donc en fait, on crée une infrastructure de collecte de l'urine au niveau national, c'est-à-dire qu'on modifie des établissements qui reçoivent du public pour pouvoir collecter les urines de façon séparative, c'est-à-dire sans fesses et sans eau. Ensuite, on collecte ces urines, et ces urines, en fait, stabilisées et légèrement modifiées, sont un excellent milieu de culture pour faire pousser des bactéries d'intérêt agronomique. Et donc, en fait, le deuxième point, donc la transformation, c'est qu'on monte des unités territoriales de transformation, donc en joint venture avec nos partenaires que sont notamment les coopératives, pour en fait relocaliser la production d'intrants, que ce soit donc engrais ou équivalent pesticides, et baisser les coûts drastiquement pour qu'à la fois ce soit intéressant pour la coopérative et pour l'agriculteur. Donc l'idée, c'est de sortir des produits, ce qu'on a déjà fait pour le premier, qui sont, on va dire, moins chers et au moins aussi efficaces que les standards minéraux ou que les phytosanitaires standards. Voilà en gros les métiers de Toupy. Et donc après, on parlera d'un autre point qui est que notre infrastructure de collecte va permettre aussi de générer de la data en fait, de santé, notamment sur les sujets épidémiaux, etc. On en reparlera avec vous tout à l'heure. Mais nous, en fait, l'axe de travail, c'est vraiment de proposer des alternatives, notamment aux produits phyto, qui puissent atteindre des marchés, c'est-à-dire qui soient moins chers en fait, que les standards actuels. Parce que en fait, c'est de la grosse limite est là. Et du coup, moi, j'en ai parlé un peu autour de moi et je savais pas ça. En fait, c'est quelque chose. En fait, l'utilisation de ce procédé, ça fait des années que c'est utilisé, par exemple, en Chine ou dans d'autres pays, en fait. Alors, la collecte des urines et l'épandage d'urine en brut, comme on peut le faire avec les lisiers, c'est quelque chose qui suit l'humanité depuis qu'il y a de l'agriculture, en fait. Avant qu'on ait accès à du pétrole et du gaz de façon abondante, c'est-à-dire, en fait, il y a 150 ans, pour citer un exemple, à Paris, on collectait 40% des urines humaines pour fertiliser les champs. Sauf qu'aujourd'hui, quand on compare ça avec des engrais minéraux, c'est beaucoup plus pratique, c'est moins cher et c'est plus efficace d'utiliser des fertilisants minéraux. Et donc, en fait, en utilisant le passé, c'est-à-dire collecter l'urine, récupérer les nutriments, mais pour en faire un milieu de culture pour des bactéries, donc en fait, en liant ça à des biotech, on arrive à des modèles économiques qui sont viables et qui permettent de surpasser en fait l'engrais minéral. Voilà. D'accord. Donc, du coup, pour permettre aux agriculteurs aussi de produire autrement,
On a aussi Christophe Aubé, donc tu es le CEO de Agriculture, une start-up de Toulouse, donc le Sud-Ouest est en force, qui conçoit et développe des produits de solutions autonomes pour le monde agricole afin de permettre aux agriculteurs d'améliorer leur processus sans intervention directe. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Alors, en fait, okay. Notre objectif, avant de parler des solutions autonomes, avant de parler des solutions, on s'est rendu compte d'un problème qui existe depuis quelques années, qui est en fait, comment fait-on pour produire de la nourriture durable? Et avant même de parler de robotique et de solutions autonomes, on a essayé de répondre à cette question-là. Et en fait, on s'est posé cette question-là et on y a répondu en disant, en fait, une nourriture durable, elle va s'appuyer sur 3 piliers. Il faut qu'on arrive à respecter l'environnement. Pour ça, on est tous d'accord, il n'y a pas de débat. Respecter l'agriculteur. On ne veut pas que l'agriculteur soit asservi à son outil de travail. Et il faut que ça respecte le consommateur, puisqu'en fait, si on multiplie par 3, 4, 5, 10 le prix de la consommation, enfin de la production, en fait, on ne peut plus nourrir l'humanité. Et en fait, fort de ce constat-là, on s'est dit, on va construire une solution qui va être des robots, qui vont permettre de préserver ces 3 piliers, et donc la robotique est au service de la production durable. Mais en fait, bon, c'est quoi, c'est beau de dire ça, c'est quoi des robots pour la production durable? En fait, derrière, on voit que l'utilisation des produits phytosanitaires, aujourd'hui, c'est terriblement efficace. Enfin, il faut vraiment se rendre compte d'utiliser 1 litre de glyphosate pour désherber une parcelle. Ça va durer 4-5 mois, il n'y aura plus de mauvaises herbes et c'est vraiment, vraiment efficace. Et donc, l'alternative, aujourd'hui, c'est de passer sur des solutions mécaniques. Alors, au lieu de désherber avec de la chimie, on va désherber mécaniquement. C'est comme si, au lieu d'utiliser du glyphosate dans votre jardin, vous utilisiez une binette. Mais en fait, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Et en fait, l'autre gros inconvénient, c'est que les nouvelles machines pour désherber, en plus de prendre du temps, ça coûte cher. Donc, en fait, fort de ce constat-là, on s'est dit, pour répondre aux nouveaux défis de l'agriculture, il faut qu'on soit en mesure de proposer une solution qui ne nécessite pas des investissements colossaux, et qui n'impose pas à l'agriculteur de passer beaucoup plus de temps dans ses champs, parce qu'en fait, il est déjà à 70 heures, donc passer aux 80 heures, c'est un peu long par semaine. Donc, c'est comme ça qu'on a construit une solution autonome. En fait, parce que c'est ce qui permet d'économiser du temps. Donc, une solution autonome et petite pour limiter... Pardon. Et petite parce que en fait, ça permet d'une part de limiter les investissements et d'être accessible globalement aux majorités des agriculteurs. Et donc, on commencer par construire des robots qui vont se balader dans les champs et qui vont désherber les parcelles. Et on s'est rendu compte que l'agriculteur disait, mais moi, en fait, autrefois, je passais dans mes champs et donc je connaissais l'état de mes champs. Et donc, on a équipé nos robots de plein de capteurs dans tous les sens pour dire, oui, tu vas moins passer dans tes champs, mais en fait, le robot va collecter pour toi plein d'informations, non pas pour te facturer plein d'autres services, mais pour que tu sois maître du destin de tes champs. Et en fait, de replacer l'agriculteur au centre de la production, puisqu'en fait, il va avoir une information qui est la plus exhaustive possible sur l'état sanitaire de ces champs. Est-ce qu'il y a des maladies? Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Est-ce qu'il faut faire telle ou telle intervention? Est-ce que l'humidité est bonne? Enfin, toutes ces informations-là. Et donc, par la robotique et par le côté on va désherber les parcelles, on a permis à l'agriculteur de se réapproprier l'agronomie de ces champs. Et en fait, ça marche terriblement bien. Et pour prouver que ça marche terriblement bien, on a embarqué dès 2018, qui était ce qu'on a appelé le Challenge Santéol 2018, et qui est en fait le challenge qu'on a pu réaliser grâce au premier appel à projet Green Tech Verte à l'époque, où on a cultivé 50 hectares de maïs en quasi-totale autonomie. L'idée, c'est sûrement pas de supprimer des emplois, mais c'est d'accompagner l'agriculteur dans des pratiques vertueuses écologiquement et économiques pour l'agriculteur. Et on a permis de réduire de 70% l'utilisation des produits phytosanitaires, qui est un bond en avant, mais qui est colossal, et 50% l'utilisation des engrais. Et uniquement parce que, par la robotique, on permettait de faire ce qu'on appelle du pixel farming, donc de l'application ultra localisée, en connaissant parfaitement l'état de la parcelle, des besoins de presque de chaque pied de maïs. Et donc finalement, par la robotique, on permet de faire un bond agroécologique
économiquement acceptable par les agriculteurs. Et c'est ça ce que l'on fait avec Agriculture. Donc, on le fait aussi bien sur nos robots, mais on accompagne aussi les grosses sociétés industrielles à faire leurs propres robots pour pouvoir avancer dans les pratiques vertueuses de l'agriculture. D'accord, c'est passionnant. Du coup, on y reviendra justement tout à l'heure. Je vais présenter aussi Blandine. Donc, comme je disais en introduction, l'innovation, elle se situe aussi au niveau du suivi et de l'évolution des pratiques et au niveau de la surveillance sur les effets de santé que peut avoir l'exposition directe ou indirecte des gens aux produits phytopharmaceutiques. Donc, Blandine, toi, tu es Blandine Vaquier, tu es épidémiologiste à l'INSERM, tu es spécialiste des questions d'observation de l'impact des pesticides sur le développement de certains types de cancers. On se connaît puisque nous sommes partenaires sur le projet GeocaPhyto, tu en parleras tout à l'heure. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton travail, en quoi il consiste et comment on mesure actuellement les impacts sur la santé des pratiques agricoles? On t'entend pas, Blandine, tu n'as pas ouvert le micro. Bon. Bonjour. Donc, je suis épidémiologiste, en effet, dans une équipe INSERM à Bordeaux où on travaille sur on étudie la relation entre les phytosanitaires et l'impact sur la santé, et plus particulièrement sur les cancers. On sait qu'il y a un lien qui est établi pour plusieurs localisations de cancer avec les pesticides. Et donc, nous, il y a des études où, au sein du laboratoire, il y a des études sur lesquelles on va aller travailler plus spécifiquement sur les expositions. Donc, savoir comment les agriculteurs peuvent être exposés quand ils entrent, par exemple, dans les vignes, ou quelles sont les expositions pour les riverains qui habitent à proximité à proximité de cultures agricoles. Et donc, on est capable de dire quelle est l'exposition, en tout cas en termes de concentration de phyto, pour ces populations-là. Et puis après, il y a un deuxième volet qui est plus de l'ordre épidémiologique, donc d'étudier le lien entre l'exposition aux phytosanitaires et l'impact sur la santé. Donc, ça peut être des études très précises où on va poser des questionnaires aux gens qui sont malades, qui ont un cancer, et à des populations qui ne sont pas malades, pour regarder s'il y a un lien entre le fait d'être malade et l'exposition aux phyto comparé à ceux qui ne sont pas malades. Donc, on appelle ça des études cas témoins. Et puis après, on a d'autres types d'études où on peut suivre des cohortes de travailleurs, donc des agriculteurs, où on regarde au cours du temps, on recueille les expositions, et au cours du temps, on regarde s'ils développent des pathologies. Et puis après, il y a le projet avec lequel on collabore avec toi, Marie, avec l'IGN, où là, c'est plus des dispositifs de surveillance pour, au regard des connaissances qu'on a sur le lien entre les expositions aux pesticides et l'impact sur la santé, on regarde si on voit des augmentations si on voit des augmentations de cas à proximité des cultures agricoles, spécifiquement, ça peut être les vignes, les vergers ou les terres arables. Voilà. Donc ça consiste à on balaye un peu tous ces volets-là pour améliorer les connaissances sur le lien entre santé et exposition aux phytosanitaires. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, donc pour replacer, moi, je suis Marie Gombert, je travaille à l'IGN, à la direction territoriale Sud-Ouest. C'est pour ça que je disais que le Sud-Ouest était en force, puisque on est tous du Sud-Ouest aujourd'hui. Donc moi, je suis responsable d'un département qui développe des partenariats avec les autorités publiques, les collectivités pour la production de données géographiques. J'ai aussi une partie qui est chargée d'aider les utilisateurs à prendre en main les bases de données de l'IGN et les conseiller sur les bases de données à utiliser quand ils veulent mettre en place des études. Et au quotidien, en fait, on est contacté maintenant par des CHU, des centres de recherche qui développent des études dans le cadre des études comme a présenté Blandine, pour suivre l'exposition aux pesticides, pour évaluer l'impact aussi qu'ils peuvent avoir. Et du coup, on a beaucoup de chercheurs qui nous appellent et qui nous demandent surtout une base de données en particulier, celle du registre parcellaire graphique.
qui est une base de données qui représente en fait les surfaces agricoles en France. Mais il faut savoir que cette base de données, c'est une base de données déclarative qui a le mérite d'exister, mais qui reste une information qui sert de référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune et donc qui est réalisée sur la base de déclarations d'agriculteurs dans le cadre de demandes d'aide PAC, mais qui ne représente en aucun cas une référence en matière de description de l'usage agricole du sol sur le territoire. Et donc, effectivement, quand on a des épidémiologistes ou alors des chercheurs qui développent des études sur la base d'exposition sur la base de cette base de données-là, c'est un peu embêtant parce que du coup, il y a de nombreux banques en fait dans cette base de données, c'est normal, et notamment sur toutes les cultures et qui ne sont pas forcément aidées dans le cadre de la PAC. Donc, on va retrouver tout ce qui est vigne, verger, du maraîchage. Et donc, finalement, ils produisent de l'information qui est forcément parcellaire et qui est forcément soit avec des sous-incidents, enfin des sous-représentations ou des surreprésentations de cas. Et du coup, afin d'offrir justement une base de connaissances plus exhaustive sur les surfaces agricoles en France, à l'IGN, on a essayé de s'engager de deux manières. Au sein du projet GeoCapito, justement, qu'on mène avec Blandine Vaquier, notamment de l'INSERM, on teste des méthodes d'intelligence artificielle et de croisement de données afin de réussir à produire une information un peu plus fiable et plus régulière surtout sur les vignes et les vergers précisément. Et au sein de l'IGN, on mène aussi un autre projet pour la DGALN, c'est le projet Teria, qui vise à mettre en place une chaîne de production aussi rénovée d'une base de données d'occupation du sol à grande échelle, qui permettra là d'avoir de la donnée plus fraîche et plus souvent, plus largement en fait sur l'usage agricole des sols. Du coup, en matière de données, justement, quel rôle pourraient jouer des startups comme les vôtres sur ce volet data en fait? On a commencé un peu à en parler là avec Michael, Toupy Organics. Donc du coup, à travers l'urine, justement, vous avez des possibilités et des idées? Oui, tout à fait. Donc, enfin, il y a énormément de leviers déjà pour, on va dire, diminuer les usages ou améliorer les applications. Christophe en a parlé. Je veux dire, il y a des aujourd'hui, enfin, avec un peu de technique, on sait qu'on peut faire bien mieux, même sans remplacement de produits. On peut tout à fait diminuer. Nous, on arrive avec des produits de remplacement qui, pour une fois, ont un modèle économique. Et surtout derrière, sur le volet data santé spécifiquement, comme j'ai dit, en fait, on est en train de mettre en place une infrastructure de collecte séparative des urines à l'échelle nationale. Et donc, en fait, ça va nous permettre d'avoir accès à des lots d'urine tracés, donc qui viennent d'endroits spécifiques. On sait quand est-ce que ça a été collecté, qui sont les personnes qui ont fait pipi, typiquement, enfin pas les noms, mais les populations. Et donc, ça nous permet de faire, grâce à des analyses d'urine, notamment de l'épidémiologie. On peut retrouver, on a tous entendu parler des pisseurs de glyphosate. Il y a ça, mais il y a énormément de choses. Et en fait, de pouvoir directement, à grande échelle, analyser en fait les lots d'urine permet d'accéder, enfin comment dirais-je, de faire typiquement de la prévention ou d'améliorer la prise de décision sur des actions santé. Voilà, en gros, nous, ce qu'on peut faire grâce à l'urine, c'est à la fois diminuer les usages de produits phyto qui sont sur lesquels on a des doutes, en remplaçant ça par notamment des produits microbiens, et ensuite fournir de la data pour avoir un peu plus d'informations en direct. Mmh. Et du coup, à Green Culture, là justement, vous disiez que les petits robots que vous développez sont bardés de capteurs. Et du coup, ça, en matière de santé publique, effectivement, ça peut avoir des choses assez intéressantes pour le suivi en fait de la santé du végétal. Alors, exactement. L'objectif, c'est clairement... alors, déjà, pour revenir un petit peu sur la donnée, ce que l'on fait, c'est que effectivement, on a des capteurs et on a le traitement de la donnée. Parce qu'en fait, on est capable de bombarder l'agriculteur de quantité d'informations, mais aujourd'hui, les agriculteurs possèdent énormément de data, mais qui n'est pas forcément exploité, et c'est dommage. Donc, on a créé un département visionique et intelligence artificielle qui permet d'aller traiter de la donnée et la transformer en données exploitables. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir l'image des vignes, c'est encore mieux d'identifier qu'il y a du mildiou à tel endroit, qu'il y a telle attaque d'insectes à tel endroit, que telle vigne est morte ou que tel pied de tomate est attaqué par tel insecte. Donc, c'est ça ce que l'on crée déjà dans un premier temps. L'objectif,
c'est sûrement pas de dire maintenant on va traiter toute la parcelle de la même manière. L'objectif, c'est vraiment de dire on va intervenir de manière ultra localisée. Alors, ça va dépendre un petit peu des maladies, tous ne le permettent pas, mais de manière ultra localisée. D'un côté, ça va offrir à l'agriculteur des économies puisqu'il va utiliser moins de produits phytopharmaceutiques, et d'un autre côté, c'est tout ça de moins qu'on met dans l'environnement. Et c'est ça ce qui est hyper important. Derrière, les petites machines aussi, elles ont un énorme intérêt, c'est qu'elles ne comptent pas leur temps. Et quand on ne compte pas son temps, eh bien, en fait, on peut faire vraiment ce que j'appelle ce qui est appelé le pixel farming, c'est-à-dire qu'on va rouler plus lentement, on ne va pas avoir de dérive de l'utilisation des intrants de manière générale, ça peut être les produits des biocontrôles, des produits phyto de manière issue de la chimie ou des engrais. Et donc, derrière, c'est d'une part une exposition qui est moindre de l'utilisateur, de l'agriculteur vis-à-vis du robot, mais derrière, c'est des dérives qui ne vont pas avoir lieu pour l'environnement immédiat. Et tous ces éléments-là, effectivement, sont très pertinents, mais ne sont permis que parce qu'on a accès à cette donnée et qu'on la traite. Sans cette donnée-là, on revient à gérer une parcelle dans sa globalité, alors que là, on peut gérer presque pied par pied la vigne ou pied par pied le maïs. Et c'est, encore une fois, par la data qu'on peut migrer vers cette agriculture plus vertueuse. Et d'un point de vue aussi bien l'un que l'autre chez Toupy ou chez Agreen Culture, comment vous arrivez à convaincre un agriculteur? C'est quoi votre démarche en fait quand vous les contactez, vous voulez leur dire bon ben voilà, de changer de façon de produire. Comment vous arrivez à les convaincre en fait d'aller justement vers ce système qui soit plus respectueux? C'est quoi votre technique? Alors, dans notre cas, c'est extrêmement simple parce qu'en fait, on va dire les agriculteurs, donc bon, il n'y a pas qu'un profil agriculteur, mais les agriculteurs de façon générale sont des gens extrêmement pragmatiques. Donc en fait, eux, ils ont besoin de vivre, donc ils ont besoin d'avoir leur rendement. Et donc, en fait, nous, les marchés qu'on attaque, donc notamment sur le sujet fertilisant, c'est ce qu'on appelle le marché des commodités. Donc c'est-à-dire en fait, c'est des choses qu'on n'a pas le choix d'utiliser. Si on met plus d'engrais aujourd'hui, il n'y a plus de rendement. Donc en fait, un agriculteur, à partir du moment où on lui propose un produit qui est aussi efficace que ce qu'il utilise actuellement et qui est moins cher et qui en plus a un impact positif sur l'environnement, il n'y a pas de sujet en fait. On n'a pas besoin d'être très convaincant. Il faut juste avoir de la donnée là pour le coup agri, donc c'est-à-dire avoir un produit qui est techniquement très robuste, avoir un prix qui est économiquement viable. Et à partir de ce moment-là, je veux dire sur tous les sujets, Christophe parlait du glyphosate par exemple, c'est le bon exemple. Je veux dire aujourd'hui, le glyphosate, voilà, on peut dire on est pour, on est contre. En vrai, il n'y a pas tellement d'alternatives aujourd'hui. En tout cas, en termes de produits. Je ne parle pas en termes de mécanisation, typiquement. Mais personne n'utilise des produits phyto ou des engrais par plaisir. Donc, en fait, il faut arrêter, à mon sens, de se concentrer sur le problème, mais plutôt se dire comment on amène une solution. En fait, ce constat-là, tout le monde le fait. Voilà. Oui, donc finalement, ils sont super ouverts, quoi. Quand vous arrivez en leur disant, voilà, nous, on a une alternative potentiellement au glyphosate, c'est cool, quoi. Tout à fait. C'est, comme je disais, c'est des gens qui sont très pragmatiques. Et encore une fois, eux, ils n'ont aucun intérêt direct à utiliser, on va dire, un produit phyto biosourcé ou un produit phyto issu de la chimie. La question, c'est qu'est-ce que ça m'apporte et combien ça me coûte. Voilà, donc au final, à partir du moment où on arrive avec des alternatives crédibles, la réceptivité est très bonne. Et d'autant plus que nous, on travaille plutôt à l'échelle de la COP, qui après, elle connaît bien ses agriculteurs, donc permet de diffuser les produits. Donc au final, il y a un alignement, on va dire, des intérêts plutôt publics, des structures, donc notamment des coopératives et des agriculteurs. Donc voilà, à partir du moment où on arrive à répondre à ces enjeux-là, je ne vois pas tellement de limites, quoi. C'est juste qu'en fait, on manque de solutions. Les problèmes sont bien identifiés, mais il faut amener des solutions. D'accord. Vous voulez compléter, Christophe? Alors, c'est très difficile de compléter, c'est déjà terriblement complet. Moi, je vais rajouter une chose, c'est que les agriculteurs vivent, pour la grande majorité, au milieu de leur champ.
ils savent exactement ce qui, au milieu de leur champ. Leur ferme se trouve généralement autour de leur parcelle. Ils voient très bien ce qui est écrit sur les bidons de produits phytosanitaires. Et donc, encore une fois, ils n'utilisent pas les produits phyto par pur plaisir, mais par nécessité. Et ils savent les risques qu'ils prennent, d'une part parce qu'ils sont formés, et d'autre part parce que c'est rappelé à chaque fois qu'ils mettent ça dans leur champ. Donc, encore une fois, les premiers, entre guillemets, intoxiqués par les produits phyto, c'est les agriculteurs. Donc, c'est très important de rappeler qu'ils ne le font pas par pur plaisir, d'autant plus que ça coûte cher. Donc, derrière, quand on arrive avec des solutions ou une approche pragmatique, donc économiquement viable, avec un volet agroécologique, ben, en fait, les agriculteurs adhèrent immédiatement. Même si ça risque de faire crier beaucoup de personnes, mais sont quand même des grands écologistes dans l'âme. Enfin, il faut vraiment le dire. Mais derrière, il faut vivre, il faut protéger ces cultures. Et donc, aujourd'hui, les solutions qu'ils utilisent, c'est des solutions qui sont quand même terriblement pragmatiques. Et donc, encore une fois, je vais rien rajouter. Oui, quand on leur apporte une solution, qui plus est celle qu'on a développée, donc qui est économique et écologique, ça avance très très facilement. Enfin, c'est facile de vendre les solutions. D'accord. Blandine, justement par rapport, je repense à une chose, c'est l'action 19 là, du plan national de santé et environnement, qui publié au mois de mai là, de 2021 demande une amplification des efforts de recherche pour répondre aux attentes de la société vis-à-vis de l'exposition en fait aux produits phyto. On décrit beaucoup la surveillance, on décrit beaucoup les effets, on surveille beaucoup, mais on aimerait bien avoir un petit peu plus de connaissances sur les mécanismes et les rapports de causalité qu'il peut y avoir en fait entre les pesticides finalement et les maladies actuelles. Donc on voit que la recherche se développe. Là, récemment, on a échangé justement sur le projet aussi Pestirive, là, qui est porté par l'ANSES et Santé publique France, par exemple. Mais concrètement, en fait, comment on intensifie la recherche et comment on fait justement pour montrer aussi les effets bénéfiques que peuvent avoir de nouvelles techniques sur en matière de santé publique, parce que c'est aussi un enjeu, je pense, pour soutenir justement toutes ces opérations, d'être en capacité de pouvoir démontrer aussi l'effet qu'ils peuvent avoir en matière de santé publique. En fait, c'est un peu compliqué. En gros, il faudrait avoir des outils, des évaluations. Déjà, d'une part, on a du mal à caractériser l'usage des phytosanitaires par les agriculteurs. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. C'est-à-dire que même sur le projet qu'on a avec l'IGN sur GeocaPhyto, on arrive. La seule information qu'on a sur pour caractériser la consommation de phyto, c'est un indicateur indirect qui est le type de culture à proximité des lieux d'habitation. Donc déjà ça, rien que ça, c'est déjà hyper compliqué à avoir. Et donc pour aller travailler sur les outils qui pourraient améliorer la réduction des phytos, ça, il faut y réfléchir presque en amont avant de lancer des choses comme ça, parce qu'actuellement, on n'a rien pour le faire. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser les cartographies et travailler avec l'agence bio qui travaille pour regarder la différence. Mais par exemple, les projets que vous proposez sur la mécanisation avec les petits robots, là, pour voir les bénéfices, il faut des projets spécifiques. Mais en tout cas, ça ne va pas être des projets de grande ampleur comme on peut avoir au niveau national sur ce qu'on peut faire avec l'IGN. Donc, oui, c'est vrai, parce qu'il y a des études qui sont très localisées aussi en matière d'exposition. C'est ça. Alors après, il y a des projets qui peuvent être faits en disant on va regarder très localement sur un petit rayon ou sur une petite zone comment. Donc ça, c'est un autre projet qu'on a au sein du laboratoire, mais c'est vraiment sur une zone très réduite, sur quelques centaines d'hectares, où on regarde vraiment précisément ce que font les agriculteurs dans leur pratique, et on peut essayer d'évaluer la réduction des phytos, mais la difficulté qu'on a, en fait, c'est qu'on travaille sur des maladies qui sont extrêmement rares
Et donc, il nous faut beaucoup de cas pour établir une association, il faut qu'on ait beaucoup d'individus. Et quand on est sur les cancers, c'est des maladies rares, donc il faut qu'on travaille sur des grandes échelles. Et de la même manière, il faut qu'on ait une information hyper précise sur l'utilisation de phytosanitaires ou les cultures agricoles pour qu'on fasse le moins d'erreurs possible pour caractériser la culture qui est à proximité ou l'usage des phytos qui est à proximité de la personne qui est malade. Donc en fait, Alors, juste pour compléter cette problématique-là. Pardon. Pour compléter par rapport à ce que tu disais, tu dis on est sur des cancers qui sont des maladies très rares. Tu voulais dire en fait sur certains types de cancers qui sont rares. Non, non, dans l'ensemble, tous les cancers, on considère que c'est des maladies rares. Donc, en fait, on ne va pas, à une échelle communale, on ne va pas avoir... C'est considéré comme une maladie rare. Donc on a des difficultés pour établir les associations à petite échelle, quoi. Voilà. Du coup, j'ai une petite question pour Blandine. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que là, c'est vraiment pas mon domaine, mais est-ce qu'il y a des liens de cause à effet vraiment tangibles et indémontables qui montrent justement l'impact des pesticides sur typiquement les cancers? Ou est-ce que justement, c'est encore beaucoup de recherche? Oui, là, il y a une expertise. L'INSERM a fait une expertise. Donc là, ils viennent de la renouveler. Elle est sortie cette année là pour établir. Donc il y a des experts qui se sont réunis, qui ont fait un énorme travail de synthèse de la littérature scientifique et qui établissent en effet. Alors on peut le retrouver ce rapport, on peut le retrouver sur le site de l'INSERM et qui établissent en effet des liens pour un certain nombre de cancers et aussi pour les maladies de Parkinson, pour le développement de l'enfant, pour autres que cancer aussi. Oui. Et les premières victimes, je suis assez d'accord, les premières victimes sont les agriculteurs, hein, on est d'accord. Hein, J'avoue que je m'attendais un peu à la réponse, mais alors justement, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. Désolé si ça pique un peu, mais là, moi, à ce stade, justement, je veux dire maintenant, enfin, moi, en tant que citoyen, j'en avais déjà un peu conscience, même si je n'ai pas regardé la littérature. Là, vous me dites, la littérature dit que oui, effectivement, il y a un lien. Et bien, du coup, je ne comprends pas pourquoi la puissance publique, là, vous disiez justement, nous, on fait des études, etc. C'est beaucoup de budget, c'est compliqué. Et du coup, on ne peut pas forcément le faire, typiquement sur le sujet agriculture, parce que c'est d'autres modalités, etc. Et bien, je ne comprends pas pourquoi la puissance publique ne dit pas maintenant, voilà, bon, il y a un lien de cause à effet qui est établi, ça ne sert à rien d'aller creuser plus loin, maintenant concentrons-nous, mettons les cerveaux qu'on a disponibles, typiquement les vôtres, vous deux, pour aider les solutions à émerger. C'est-à-dire justement aller quantifier l'intérêt de mettre en place ces nouvelles solutions plutôt que de continuer à quantifier le problème. En fait, le problème, il est déjà établi et je ne comprends pas le nombre. Hein? Pardon, vas-y. Il y a 2 milliards qui viennent d'être annoncés. Pardon, il y a 2 milliards qui viennent d'être annoncés pour ces nouvelles technologies-là dans le plan France 2030, dont 200 millions pour la robotique. Bon, c'est que la puissance publique a dû comprendre que la robotique était une des réponses, une des briques en réponse. Tout à fait. Je parlais spécifiquement de la recherche, hein. C'est-à-dire de la recherche de la quantification des impacts positifs ou négatifs pour justement aider à l'émergence. Parce que là, concrètement, les 200 millions, ça va être plutôt, enfin, je ne suis pas dans la robotique, mais typiquement, ça va être sur le développement, etc., etc. Mais sur la fourniture de données qui permet d'appuyer ces nouvelles méthodes. Et je pense que ce serait vachement malin de faire ça. Alors, nous idéalement, pardon. Il y a 65 millions pour la recherche. Mais alors, par exemple, une des solutions qui pourrait être proposée pour le côté établir la relation, ou en tout cas évaluer l'impact des nouvelles technologies que vous proposez, ça pourrait être les cahiers de traitement informatisés des agriculteurs, c'est-à-dire que on serait capable de quantifier quelles sont la consommation de phyto qu'ils ont par culture ou les nouvelles technologies qu'ils utilisent, de manière informatisée, sans que ce soit contraignant pour l'agriculteur, évidemment. Donc ça c'est une solution à trouver, hein, évidemment. Et nous, on pourrait utiliser ces données informatisées à grande échelle. Vu qu'on a les cartographies, tout le travail qu'on réalise avec l'IGN, on pourrait rassocier ça entre ces cahiers informatisés d'usage de phytosanitaires et
et les cultures agricoles pour les relier avec le nombre, par exemple, les cancers ou d'autres pathologies. Ça, c'est sûr que si on avait un outil comme ça, on pourrait évaluer l'impact des nouvelles technologies et en même temps, nous, on aurait des outils beaucoup plus fiables et beaucoup plus, enfin, en tout cas, des conclusions qui seraient beaucoup plus faciles à établir avec moins d'incertitudes dans nos conclusions pour établir l'association ou le bénéfice des nouvelles technologies. Réponse. Oui, puisque ouais, en matière de suivi, on voit à chaque fois, quand je disais sur l'évolution des pratiques, tiens, on a perdu Christophe, je crois. En matière d'évolution des pratiques, effectivement, je pense que ça serait quelque chose qui peut être intéressant à creuser, justement à travers le dispositif de surveillance qu'on est en train de développer. Théoriquement, en fait, année après année, alors comme on dit, on est quand même sur le temps long, hein, le développement de ce type de maladie, ça se fait pas non plus du jour au lendemain, et on le sait en plus que l'exposition, en fait, elle se fait à un instant T. Quand on habite quelque part, on n'a pas forcément les successions d'adresses en fait qu'ont occupé les patients. Donc il y a toujours des biais de toute façon à travers ces études-là. Mais c'est vrai que ça sera très très intéressant de pouvoir au moins avoir cette information, je dirais, dans le dispositif de surveillance, et de savoir les agriculteurs qui se sont engagés dans des pratiques de transformation agroécologique ou alors de mécanisation ou alors de transfert. Je pense que c'est une donnée qui est très très importante. Et qui, au même titre, on le voit, la cartographie, par exemple, des parcelles qui passent en bio. Il y a des projets qui se développent au sein de la direction du numérique pour justement avoir une cartographie qui soit plus précise, parce que c'est une donnée qui intéresse en matière de santé environnement. Mais c'est vrai qu'on pense à ces pratiques-là parce qu'elles sont, je dirais, les plus connues quand on est consommateur ou même, je sais pas, une personne lambda. C'est vrai qu'on pense au bio, mais on pense pas forcément en fait à d'autres types de techniques. Et d'ailleurs, il en est, enfin, des techniques naturelles comme ça et des évolutions, il y en a énormément qui se développent. Moi, je connais pas du tout. Il y en a plein. Vraiment, je me répète un peu, mais on va dire c'est peut-être la déformation d'être en start-up, mais on se concentre du coup beaucoup sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et c'est vrai que j'ai vraiment la sensation que on va dire que toute la chaîne est consciente aujourd'hui du problème, et malgré le fait qu'il y ait des plans avec quelques milliards de débloqués, etc., j'ai pas l'impression que fondamentalement au sein de la puissance publique, alors c'est peut-être justement parce que c'est aussi une formation recherche que je connais pas du tout, mais qu'on est très focus problématique plutôt que solution. Mais encore une fois, c'est peut-être une déformation professionnelle là pour le coup. J'estime qu'il y a une urgence assez claire pour mettre des moyens et surtout du temps de cerveau en fait disponible là-dessus, plutôt que sur en fait étudier l'ancien monde, pour le dire autrement. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais en matière d'épidémio, d'exposition et tout ça, là, l'objectif justement n'est pas forcément de trouver des solutions. En matière de santé et tout ça, les alternatives, effectivement, elles doivent venir des pratiques, vous l'avez dit. Mais justement, voir les effets que ça peut avoir en matière de bénéfices santé, effectivement, c'est important. Ouais, alors après, la difficulté aussi qu'on a, c'est que, en gros, ce qu'on évalue à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est des cancers, c'est une exposition passée. Et donc, en fait, c'est cette difficulté-là, la difficulté d'évaluer des nouvelles technologies qu'on mettrait en œuvre à l'heure d'aujourd'hui sur les expositions, c'est jouable. C'est-à-dire qu'on pourrait dire la réduction d'exposition, elle est de temps. Par contre, pour établir le lien, on va avoir plus de difficultés parce que ce n'est pas l'exposition d'aujourd'hui qui donne la maladie d'aujourd'hui. Et donc souvent c'est des expositions cumulées sur de longues périodes et qui mettent un certain temps à se développer, qui ne sont pas comme les maladies infectieuses où on est exposé à un virus, on est malade 2 jours plus tard, quoi. Donc ça, c'est aussi une des difficultés qu'on a en épidémiologie, c'est que quand on va travailler sur des maladies qui ont des délais, on appelle ça des délais de latence longs, et ben on est obligé de travailler sur des expositions, en l'occurrence passées. Mais il s'avère que réfléchir à des dispositifs dès aujourd'hui pour bien quantifier, par exemple, les expositions
à l'heure d'aujourd'hui, pour étudier les maladies de demain, en gros, il faut déjà y réfléchir aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'y a pas réfléchi suffisamment tôt, enfin, genre il y a 10 ans ou il y a 20 ans, et aujourd'hui, on se heurte à une difficulté qui est la caractérisation des expositions, qui coûte, donc qui est fait au niveau de la recherche. Il y a énormément d'équipes qui travaillent là-dessus. C'est des énormes budgets, parce qu'on n'a pas réfléchi au préalable à se dire ben, les cahiers de traitement, il ne faut pas que ce soit contraignant pour les agriculteurs, mais il faudra absolument qu'on les recueille pour qu'on ait les expositions passées pour les maladies d'aujourd'hui. Et en l'occurrence, ça aurait pu permettre autre chose, c'est-à-dire qu'il est probable qu'il y ait certains phytosanitaires qui n'aient pas les mêmes impacts sur la santé, et on aurait pu cibler certains phytosanitaires en disant ceux-là, les expositions, elles sont trop importantes, on ne peut pas continuer avec ces phytos-là. En revanche, ceux-là, on n'observe rien et on aurait pu continuer avec ceux-là. Donc c'est un peu, on n'est pas a priori dans les mêmes, tout à fait dans les mêmes problématiques, mais en tout cas, sur l'exposition, je suis assez d'accord avec vous, il faut y réfléchir dès aujourd'hui et proposer des dispositifs de surveillance dès maintenant sur ce sujet-là. Ouais, tout à fait. Et là, on parle beaucoup de santé humaine. Christophe, du coup, vous êtes revenu? Vous nous entendez? C'est bon? Oui. On ne vous entend pas. Ok, super. Je crois que c'est un peu décalé. Et du coup, donc, on parle beaucoup de santé publique et santé humaine, mais la santé de l'environnement aussi, c'est la biodiversité et tout ce qui est autour, en fait, et la faune, la flore. Et vous avez justement dans le cadre de vos activités, aussi bien chez Toupi qu'agriculture, pardon, vous avez cette démarche aussi d'essayer d'observer ou en tout cas des études qui peuvent permettre justement de voir comment la biodiversité se développe, reprend, ou est-ce qu'il y a des choses particulières que vous menez dans ce domaine-là? Oui. Alors, côté Toupi, en tout cas, énormément. Donc, pour l'instant, on a fait on va dire le plus simple, c'est-à-dire tout ce qui est ACV, bilan carbone comparatif entre les usages actuels et ce qu'on propose nous. Mais si je prends toute la chaîne Toupi, c'est là ça rejoint la difficulté que j'évoquais justement sur le fait de quantifier. En gros, étape 1, c'est on collecte de l'urine de façon séparative, donc on n'urine plus dans de l'eau potable. L'urine, en fait, contient l'essentiel on va dire, des antibiotiques et des xénobiotiques, en fait, qui sont excrétés par le corps humain. Donc, le fait de retirer l'urine du cycle de l'eau, de pouvoir la collecter de façon séparative, ça permet de la filtrer efficacement pour enlever tout ça et que ça ne se retrouve plus dans le cycle de l'eau. Donc ça, c'est pareil, ça se quantifie énormément. L'antibiorésistance, c'est un vrai sujet qui amène des problèmes en santé humaine assez importantes. Et derrière, avec une transformation extrêmement frugale en termes de consommation énergétique, on arrive avec un produit du coup microbien urinosourcé à remplacer typiquement sur notre premier produit les engrais phosphatés qui sont aujourd'hui importés essentiellement du Maroc et qui contiennent en plus beaucoup de cadmium de plus en plus, avec une vraie problématique notamment en termes de cancer, il me semble. Et donc en fait on réduit l'usage de ces engrais importés et donc l'exposition au cadmium de la population. Donc en fait toute la chaîne comme ça fait que il y a énormément de choses à quantifier. Et si on prend l'ensemble, les externalités positives, si on les chiffrait, je pense que ce serait colossal et ça permettrait d'activer vraiment la mise en place de nouvelles solutions. Donc là, je parlais de Toupi, mais j'imagine qu'il y a plein de sujets chez Green Culture. Et pour faire un lien très clair, nous, sur ce premier produit qu'on a développé, donc là, on a démontré qu'on peut remplacer efficacement du DAP ou des engrais starters, notamment sur maïs. Ben, concrètement, après, pour l'application, on est sur des tout petits volumes et donc ça peut se passer par des drones ou des robots. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tracteur qui n'est pas en plus pas mal de quantité, on peut tout à fait, en les appliquant de façon localisée et intelligemment, en utiliser très peu. Donc vraiment, c'est pour ça que je disais qu'il y a pour une start-up comme nous, c'est extrêmement compliqué d'aller tout quantifier. Ça coûterait bien trop cher à l'instant T. Enfin, on a d'autres priorités pour notre développement. Pour autant, ça permettrait de catalyser le développement de plein de sociétés, si on prenait tout ça en compte. Je crois qu'on a reperdu Christophe. Oui, on a reperdu Christophe. Mais mettre en place, effectivement, peut-être des partenariats aussi avec des organismes de recherche
dont c'est finalement le travail. C'est vrai qu'en plus, ça permet je pense que dans ce genre d'études, c'est important aussi d'avoir des organismes qui sont peut-être indépendants par rapport à ça, ou au moins par rapport à l'activité. Ça permet de crédibiliser les résultats. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a des liens. Enfin, moi, je l'ai lu, effectivement, l'expertise INSERM qui montre les liens qu'il peut y avoir entre phyto et développement de certaines maladies. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un doute, et c'est toujours le sujet des lobbies, en fait. C'est comme avec tous les, même le tabac, les choses comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui va dire ça n'a pas été non plus complètement démontré. Et ça me fait penser à un film, ça, d'ailleurs. Mais du coup, c'est vrai que c'est important quand même d'avoir quelque chose d'indépendant, et je pense que ça pourrait être intéressant justement de développer des études dans ce cadre-là. Et ça permet d'aller au monde d'après, justement, ce que vous disiez, c'est-à-dire arrêter finalement de regarder ce qu'on faisait avant et par rapport à ça, et on passe déjà une étape vers comment tout ce qui a été développé a permis d'améliorer les choses. Tout à fait. Mais il faut se rendre compte que en tout cas pour les startups, pour les grands groupes, c'est peut-être un peu plus facile, mais ça demande énormément de temps en interne de mettre en place, d'aller contacter les organismes de recherche, il va falloir cofinancer, et tout ça, en fait, ça se fait au détriment du reste du développement. Et en fait, on ne peut pas tout faire, on n'a pas le temps. Et c'est pour ça que je parlais de la puissance publique, mais c'est entre guillemets, et c'est parce que je n'ai pas d'exemple plus précis, mais c'est que aujourd'hui, je pense que chacun y va un peu de son côté, au lieu d'y aller ensemble. Ouais. Et si on y allait ensemble, ce serait vachement plus simple. Christophe, justement, là, comme on vous a récupéré, on était en train de dire justement que ça pouvait être intéressant pour des startups de développer des partenariats aussi avec des acteurs de recherche pour pouvoir quantifier toutes ces externalités positives. Ce que nous expliquait Michael, c'est que pour une startup, c'est quand même compliqué parce qu'en matière de cofinancement, de temps de cerveau disponible pour pouvoir développer tout ça, c'est pas forcément facile. Est-ce que vous partagez effectivement cette réflexion, et du coup, est-ce que c'est un problème aussi pour vous? Alors, on est convaincu, et ça c'est hyper important, que on a beaucoup de choses à aller chercher du milieu de la recherche. On a une chance énorme, c'est qu'on appartient à une association qui s'appelle RobAgri, autour de la robotique agricole, qui a été initiée entre autres par l'IRSTEA, qui appartient maintenant à l'INRA, donc au sein de l'INRAE. Et donc on a aujourd'hui, entre guillemets, à disposition, mais en tout cas avec des liens très forts, aussi bien des ingénieurs du CEA, du LNE, de l'INRAE, énormément de chercheurs qui se posent des questions extrêmement larges, donc au sujet de la robotique agricole, aussi bien qui vont de l'acceptabilité sociétale, de l'impact sur le sol, sur le microbiote, enfin bon, c'est terriblement large, et ce qui nous permet petit à petit de se construire une base scientifique sur typiquement la compaction du sol, donc la vie du sol, donc comment on va garantir qu'on ne tue pas le sol quand on expérimente, quand on fait nos travaux, quand on utilise nos robots. Tous ces éléments-là. Et derrière, petit à petit, se pose la question de est-ce que si on réintroduisait des haies, quels sont les avantages, les inconvénients? Et donc, on s'appuie énormément sur ces chercheurs-là qui se sont déjà posés des questions et qui, quand on rajoute le volet robotique, on relance un peu de recherche. Donc, on a cette chance d'avoir à proximité un certain nombre de chercheurs. On a pas mal de travaux communs. Effectivement, le financement est toujours une question parce que les startups ne sont pas open budget et ces chercheurs-là vivent parce qu'on arrive à trouver des budgets. Donc finalement, aujourd'hui, la meilleure solution, c'est quand même des projets européens. On en dépose pas mal et ça permet de faire avancer d'une part la recherche et notre connaissance scientifique autour de ces éléments-là. Mais je parle de la vie du sol, mais je parle aussi de l'état sanitaire des cultures, de comment lutter contre telle et telle maladie, insectes ou des choses comme ça. Christophe, j'en profite pour vous poser une question qui a été posée sur le chat. La montée en compétences est donc obligatoire pour l'agriculteur. Au-delà de la machine, comment s'organise ce transfert de compétences et par quels moyens? Alors, deux choses.
La compétence, effectivement, pour quelqu'un qui est sorti d'école depuis un certain temps, il va l'acquérir parce que, et là je vais parler plus largement pour tous les roboticiens qui mettent des robots dans les champs, parce qu'il y a toujours des formations initiales de bon, très bien, on vous vend un robot, mais on va vous former pour savoir comment l'exploiter. Donc il y a des formations. Et après, de manière plus générale, on a justement au sein de cette association de robotique agricole, Robagri, on a des écoles d'agro, qui commencent à s'emparer du sujet, aussi bien pour le volet recherche, c'est-à-dire comment on peut aller encore plus loin au regard de ce que vous avez déjà fait, et comment former les nouveaux utilisateurs ou les futurs utilisateurs à ces nouvelles approches agricoles. Donc, formation à l'achat de la machine et formation auprès des écoles. Et c'est là qu'on arrive à couvrir un petit peu le panel complet des utilisateurs ou des futurs utilisateurs. Derrière, quand même, ce qui est important, c'est que on a l'impression que c'est compliqué de mettre un robot dans un champ, mais aujourd'hui, c'est quand même extrêmement simplifié pour deux raisons. C'est que derrière, on fait ni plus ni moins que ce que faisait un tracteur, mais en ajoutant plein de fonctionnalités qui sont assez transparentes pour l'agriculteur. L'autre aspect, c'est que ce sont des machines qui sont quand même hyper connectées, et donc de fait, au moindre problème ou à la moindre question, nous, industriels, on a accès à nos machines et en fait, on les fait démarrer, on supporte à distance les utilisateurs et rend transparent un certain nombre de problèmes qui apparaîtraient sur un tracteur aujourd'hui. Donc, il y a un support qui est très, très poussé, donc ça rend l'acceptabilité beaucoup plus facile. D'accord, merci. Ok, alors du coup, on arrive bientôt à la fin de cet échange. Il nous reste à peu près 8 minutes. C'est précis. Je me connecte pour... Vous avez une nouvelle question qui a été posée, qui demande donc au cours des échanges la politique agricole commune, la PAC européenne, ainsi que le caractère parcellaire des données sur les sols et la santé liées à l'utilisation des phytos ont été évoqués à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut donc imaginer la création... il nous manque la fin, mais je crois que c'est d'un espace commun de données de santé à l'échelle européenne. Là-dessus, enfin, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en France, on est un petit peu en retard. En Allemagne, ils sont obligés de mettre par écrit absolument tout ce qu'ils font sur les parcelles. Donc, et tout est numérisé. Donc, quand on prend une parcelle, on connaît à telle date le produit qui a été utilisé, la dose, et l'endroit. Donc, il y a, outre le déclaratif qui est dit « je vais mettre tel produit à tel endroit », il y a la remontée d'informations de moi, machine, je parle pour l'agriculteur, j'ai mis tel produit à tel endroit, à telle dose. Et ce qui fait que on devrait peut-être s'appuyer sur les bases de données allemandes, on aurait quand même quelque chose qui est beaucoup plus complet, avec une fiabilité, je pense, plus importante que uniquement un déclaratif qui dit oui, cette année, j'ai mis tel produit à tel, enfin, même pas à telle date, mais sur cette parcelle. Et je pense que la France s'y engage petit à petit, mais c'est quand même, on a 10 ans de retard par rapport aux Allemands. Jacques Blandine veut réagir, c'est vrai que c'est un échange qu'on a souvent eu, ouais. Si je peux compléter, en fait, c'est exactement la problématique, on l'a déjà abordé plusieurs fois, même au ministère de la Santé, mais c'est une problématique qui revient sans cesse, c'est-à-dire que pour les études épidémiologiques, on n'est pas capable d'avoir, on est capable d'avoir juste la culture agricole et on n'est pas capable d'avoir la consommation de phyto, malgré le fait que l'agriculteur est dans l'obligation, que réglementairement, il est dans l'obligation de tenir un cahier qui n'est pas informatisé et qui est un cahier qui doit être mis à disposition d'un contrôle s'il en a un, où il doit dire en effet le type de phyto qu'il utilise, à quelle date il l'a mis, sur quelle parcelle il l'a mis. Moi, ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il y avait aussi certains constructeurs de tracteurs qui proposaient cette possibilité-là, c'est-à-dire pour réduire
aussi l'usage des phytos, ils bonifient, enfin, ils ont finalement, tout est automatisé, et donc les données sont enregistrées où on a la consommation de phytos, sur quelle parcelle, à quel jour, données. Et moi, j'avais une question, est-ce que, Christophe, vous êtes en capacité de pouvoir, avec vos machines, pouvoir avoir cette information-là qui faciliterait grandement le travail de l'agriculteur, c'est-à-dire ne pas avoir à compléter un cahier à chaque fois qu'il va faire un traitement, mais finalement que ce soit directement intégré dans les données et que nous, en tant que chercheurs, on puisse avoir ces données avec l'information, les informations qu'on peut recueillir sur les cultures agricoles. Oui, alors en fait, nous, c'est la base du fonctionnement de notre solution robotique. C'est-à-dire que tout est centralisé sur ce qu'on appelle un FMIS, c'est un Farm Management Information System. J'ai retrouvé. Donc, on sait exactement toutes les parcelles, et comme on planifie les opérations, l'agriculteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est combien de temps l'opération va prendre, mais derrière, on sait quelle opération on va faire, parce que nous, le robot, il a besoin de savoir quel outil il a derrière et ce qu'il doit donner comme ordre. Pour certaines opérations, il faut aller vite, d'autres moins vite, il faut couper à tel endroit, bon, bref. Donc, tout ça, c'est complètement enregistré, parce que, encore une fois, on ne vise pas que les applications françaises, on vise aussi des applications étrangères, dont allemandes, et les Allemands demandent ça, donc on se met au niveau de celui qui demande le plus. Il nous reste que 4 minutes, mais en 2 minutes, il y a une question aussi de Juliette Pêche. Afin d'anticiper les conséquences des phytosanitaires, quelle différence y a-t-il entre les méthodes employées pour la faune et la flore? Et c'est vrai qu'on a, comme je disais, on a beaucoup parlé de santé humaine. C'est en matière d'études sur les conséquences des faune et flore. On a des méthodes qui sont mises en œuvre. Tu les connais, Blandine? Non, je les connais. Non, c'est pas ma spécialité. Je sais juste qu'il y a un gros projet qui travaille là-dessus, en Deux-Sèvres, et où ils récupèrent des informations sur la faune et la flore en termes de comment ils dissèquent des selles. Ils utilisent. Il y a des oiseaux aussi qui sont des oiseaux finalement. Qui reflètent un peu l'exposition aux phytos, et certaines plantes aussi qu'ils utilisent comme population de référence. Mais j'ai pas vraiment de connaissances là-dessus. Voilà. Et je sais que c'est l'INRAE qui travaille là-dessus. Exactement. L'INRAE est en train de construire une machine qui va aspirer tous les petits insectes pour pouvoir les compter et les recracher derrière la machine, pour savoir quel est l'impact des produits phyto entre parcelles traitées et pas traitées, et voir comment participe ou pas, ou de quelle manière effectivement, c'est vraiment l'INRAE qui pilote ça, alors avec un volet robotique, parce que ça prend du temps. Et derrière, outre ce projet-là qui devrait démarrer, je pense, cette année, l'INRAE a plein de projets de ce type-là. Alors, les plus connus, c'est autour de l'impact des néonicotinoïdes sur les abeilles, mais pas que. Et il y en a d'autres. Mais c'est vraiment la spécialité, les compétences de l'INRAE. Est-ce qu'il existe des robots qui distribuent des phytos, mais aussi en quantifiant la production de la surface traitée? Alors, qui distribue des phytos. Existe-t-il des robots distribuant le phyto, mais aussi quantifiant la production de la surface traitée? Alors, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Du coup, il y a des fonctionnalités robotiques qui sont capables de prédire le rendement. Donc, ils vont analyser par des solutions radar, je vais rester sur les vignes, le rendement estimé au regard de courbes de croissance. Donc, il y a ça. Aujourd'hui, on ne corrèle pas l'utilisation des phytos avec le rendement, puisque en fait, ce que disent les viticulteurs, c'est que quand on commence à avoir une maladie qui apparaît, qui plus est le milieu, on traite tout, parce qu'en fait, dès qu'on la voit, c'est que globalement toute la parcelle est touchée.
Donc, ce n'est pas forcément sur ces applications-là qu'il faut intervenir pour le réduire, mais le rendement, oui. Le traitement localisé, oui, ça existe. Maintenant, corréler les deux, est-ce qu'on n'a pas forcément identifié des intérêts? Ok, donc du coup, ça va se terminer dans 30 secondes. Donc, je voulais vous remercier. C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses en matière de nouvelles techniques d'agriculture. Donc, ça, déjà, c'est positif. Et aussi en matière d'impact positif, enfin l'étude et la surveillance des impacts positifs avec des choses, voilà, la quantification des externalités positives. C'est intéressant justement de pouvoir réfléchir là-dessus et de voir comment évoluer ça. En tout cas, moi, ça m'a donné des idées et je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci à vous toutes et toutes.